Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6, je suis le capitaine. Avatar 3 est donc enfin sorti à votre époque. Une période très particulière. Une année moribonde pour les salles de cinéma, où le temps d'attention des spectateurs est accaparé par de plus en plus de sources différentes, notamment sur les réseaux. Il est donc de plus en plus difficile de réussir à amener du monde en salle, un fait qui était en train de profondément modifier le secteur. Et dans cette situation, Avatar 3 fait figure de survivant, d'un film qui, malgré ses ambitions techniques, toujours plus grandes et innovantes, est en fait l'expression d'une vision du cinéma à l'ancienne, tant dans la démarche de son réalisateur que dans, tout simplement, son mode d'existence. Une œuvre et une saga qui a toujours divisé, ce qui ne changera pas ici, mais qui ne laisse personne indifférent, et que toute l'industrie guette, cherchant à savoir où le vent va tourner, dans un maelstrom abyssal ou dans les hauteurs des cieux. Mais avant d'aborder le film à proprement parler, petit rappel. Je fais partie de ceux qui avaient été déçus par Avatar 1. Le défi technique n'était pas une raison suffisante pour justifier un scénario trop simple et une création d'univers qui ne me paraissait pas aussi recherché que ce que Cameron laissait entendre. Pour la première fois dans sa filmographie, la technique avait pris plus d'importance que l'histoire, là où auparavant, le réalisateur avait toujours fait attention à ce que la composante technologique de ses œuvres, toujours très importante chez lui, soit au service de ce qu'il nous racontait. C'était tout le propos de l'épisode 9 de Nexus 6 sur le film, et à cette occasion, j'ai tout de même fini par reconnaître la maestria du metteur en scène d'Abyss dans la création d'un mythe moderne, qui, s'il ne m'avait pas touché autant que je l'aurais souhaité, restait du grand cinéma populaire qui transcende les cultures et les générations. Pour le deuxième film, La Voix de l'eau, sorti en 2022, j'étais face à un paradoxe. J'avais apprécié le film, mais j'avais du mal à être emballé. Déjà parce que le choix de déplacer le cadre du récit de la jungle luxuriante vers les fonds marins tout aussi foisonnants, tout en ajoutant de nouveaux personnages, amenait inévitablement à recycler des scènes du premier. Oui, on avait un nouveau bestiaire, oui, on avait de nouveaux gadgets technologiques, mais Jake, Neytiri et leurs gosses allaient devoir s'adapter à un monde qu'ils ne connaissaient pas, nous faisant revoir les mêmes situations que dans le film précédent. Et puis le retour de Quaritch sous la forme d'un clone Na'vi, idée très forte thématiquement parlant dans une œuvre qui explore le sujet de la quête et de la définition de l'identité, au final ça me laissait quand même un goût de retour en arrière. On reprend un peu le même méchant quoi, même si c'est pas totalement vrai. Tout ça combiné, ça a fait que j'avais vraiment une impression de surplace du récit, et sincèrement, après plus d'une décennie d'attente, ça faisait un peu chier. Donc malgré les qualités réelles de l'œuvre, je voulais que ça aille plus loin, plus d'ambition scénaristique, plus de prise de risque, et puis, et c'est un autre reproche que j'avais fait depuis Avatar 1, plus d'âpreté quoi. Le cinéma de Cameron a toujours eu une part d'implacabilité, des thématiques et des actes très adultes, des choses qui allaient confronter jeunes et moins jeunes à la sauvagerie du monde. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, manque grandement dans l'univers d'Avatar. Et s'il y a bien de la violence, celle-ci reste globalement édulcorée, intégrée dans un acte guerrier si grandiose qu'elle en devient presque camouflée par tout le déluge de la bataille. Rien d'aussi marquant que la mort de Dyson dans Terminator 2 ou la scène de la noyade d'Abyss. Bref, Avatar de feu et de cendre est un film qui, outre le cadre artistique et économique que j'abordais en introduction, arrive alors que son statut a complètement changé. Ce troisième film n'est pas l'anomalie artistique promise à un brillant avenir qu'était le premier film, ni l'espoir qu'était le deuxième après 13 ans d'attente. Il apparaît dans un monde où Avatar est une franchise. Pourtant, on dit souvent que cet univers n'a eu aucun effet sur la pop culture. Mais je pense que ça n'est pas exactement le cas. Déjà, Avatar a eu un vrai impact sur l'histoire du cinéma, ne serait-ce que techniquement. Et qu'on le veuille ou non, qu'on apprécie ou pas, on ne fait pas partie des plus grands succès au box-office sans raison. Non, ce qu'Avatar n'a pas réussi à faire, et ce malgré un succès populaire dont les chiffres témoignent, c'est d'avoir créé un véritable fandom digne de ce nom. Et ça fait toute la différence. C'est pour cette raison que tout le monde a cette image d'un aspect inoffensif d'Avatar. C'est la différence de proportion entre les millions d'entrées, bien plus que beaucoup d'autres lore, et le fait que n'existe pas une communauté de fans hardcore. C'est un paradoxe terrible. Mais qui à mon sens montre que si l'aspect communautaire est important en général, il ne fait pas tout. La preuve. Et Avatar semble donc être l'univers des gens qui ont autre chose à foutre que de s'y consacrer. C'est une œuvre qui brasse tellement de références, qui parle de tellement de thématiques universelles, qu'elle unit le commun des mortels. Dans toute sa diversité, lors de la sortie d'un des films. Et puis merci, au revoir, on se retrouve au prochain. En attendant, je dois nourrir mes gosses, je dois réussir à atteindre mes objectifs au boulot pour pas me faire virer, et je suis en instance de Colmac avec mon ex Vorache, qui veut garder le vaisseau, que j'ai payé, alors qu'elle avait jamais quitté sa planète pourrie avant de me rencontrer. Bref. Et on l'oublie un peu quand on navigue quotidiennement dans la pop culture. Mais ces gens-là,
qui vont pas créer des forums, des fanfictions, des mèmes. C'est la grande majorité des gens de votre planète et de votre époque. Avatar a donc réussi, à mon sens, à fédérer sans en appeler à ce réflexe de fanatitude. Et ça, c'est très très fort. C'est ce qui explique aussi qu'il y ait eu peu de produits dérivés, quelques comics et 2 jeux vidéo notamment. D'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, et avant de continuer sur Avatar 3, je vous rappelle le sujet très important pour la survie de Nexus 6 en ce moment, la création de notre jeu vidéo. Get Funky, Deliver or Die. Bienvenue, chers voyageurs. La méga corpo de boissons énergisantes Get Funky a lancé son nouveau programme. Livré ou décapité. Prisonnier d'un collier électronique, l'équipage du Nexus 6 a 2 heures pour livrer la cargaison, sans quoi leur tête explosera en direct sur Kill Vision, la trash TV locale. Le carburant des étoiles, c'est qui? Get Funky, Deliver or Die est un jeu d'aventure qui se démarque par une narration épicée et un compte à rebours en temps réel. 2 heures. Le gameplay, exploration, dialogue farfelu, frapper, parler, grimper, ramasser. Chaque choix vous propulse dans une direction différente et certains niveaux n'existent qu'en fonction de ces choix. Si le financement Ulule se passe comme sur des roulettes, vous incarnerez Robin, Cyril, le copilote, Slexno et bien sûr le capitaine avec chacun son niveau à franchir. Et cerise sur le vaisseau, la possibilité de choisir votre perso préféré pour le level final, offrant à chaque partie un goût unique. Get Funky, Deliver or Die. On lance donc une campagne Ulule afin de financer ce projet. Aujourd'hui, on est à environ 80%, mais le temps défile à vitesse grand V. Il reste moins d'1 mois, citoyennes et citoyens, et on a vraiment besoin de vous, non seulement pour que ce projet voie le jour, mais aussi pour que le Nexus 6 puisse survivre. Il y a plein de contreparties pour vous faire plaisir, comme ce magnifique néon, qui sera parfait chez vous, avouons-le. Si, avouez-le. Mais vous avez aussi des hoodies, des t-shirts, des casquettes, une recette originale de Get Funky en partenariat avec une bière et JV, et vous pourrez même acheter mon nouveau livre Créature en supplément d'un des packs. Vous pouvez vous le procurer en librairie immédiatement, sauf qu'en le prenant via la campagne, vous le recevrez plus tard, mais dédicacé. Et il y a même un pack retardataire si vous avez manqué la campagne précédente du film Nexus 6 et du documentaire La Galère des Étoiles. Du coup, vous pourrez vous procurer le Blu-ray, mais aussi le t-shirt Nexus 6, l'affiche du film et même notre fameux pins. A noter que toutes les personnes qui participent à la campagne du jeu vidéo auront accès aux contreparties numériques de la précédente, avec notamment la BO du film Nexus 6. Vous avez été nombreux et nombreux à nous le demander, donc on l'a rajouté. Voilà, on compte sur vous pour être tout à fait concret. Vu notre panier moyen actuel, il faudrait que 1000 d'entre vous y participent en plus pour que cette campagne soit un succès. Donc tout dépend de vous. Merci pour tout. Foncez sur la page Ulule pour faire partie de l'aventure. Le lien est dans la description. Et maintenant, on retourne à votre émission. Vous l'aurez compris, j'ai une relation complexe avec ce qui sera l'œuvre finale de la vie de James Cameron. Mais en toute honnêteté, j'étais tout de même impatient de voir ce qu'il nous avait préparé pour ce 3e opus. On nous avait laissé avec la mort de Neteyam, le fils prodigue, l'aîné, alors que la famille de Neytiri et Jake avait réussi à repousser les humains dans leur nouvelle folie, récolter l'Amrita. Une substance qui empêche le vieillissement humain et qui ne se trouve que dans le cerveau des Tulkun, l'autre espèce sentiente de Pandora, pour le moment. Mais je ne veux pas vous spoiler les films suivants. Le film s'achevait également sur un statu quo. Quaritch n'était pas mort, sauvé par son fils surprise. Et on terminait sur une réunification familiale lourde qui portait les graines d'une déchirure future, avec la souffrance de Neytiri et de Jake, appuyée par l'éventuelle culpabilité de Loak dans la mort de son frère, mais aussi le symbole que représente Spider en tant que fils de Quaritch et humain vivant au milieu des navis. D'autant plus que Neytiri était à 2 doigts de lui raccourcir les dreads de manière permanente. N'y allons pas par 4 chemins, je l'avais dit dans la vidéo à chaud de la semaine dernière avec Slexno, j'ai passé un excellent moment devant Avatar 3, il aura fallu 3 films pour qu'enfin ça réussisse à faire mouche. Mais j'ai vu que beaucoup de gens critiquaient le film, et sincèrement, je le comprends aussi. Parce que pour apprécier cet Avatar de feu et de cendre, j'ai dû faire le deuil de beaucoup de choses. Car en réalité, le film possède beaucoup des aspects que je reprochais aux 2 métrages précédents. L'aspect répétitif des situations, comme l'enlèvement des enfants, qui est systématique, des séquences d'action et de bataille qui impressionnent de moins en moins, car malgré le fait qu'elles soient toujours menées de main de maître en termes de réalisation, c'est grosso modo les mêmes que dans les films précédents, que ce soit dans les airs où on nous montre les mêmes moves à Dodicrane sur les mêmes hélicos, et cette fois-ci pareil pour les batailles aquatiques, où là encore on constate les mêmes actions. Quand on a vu un Tulkun attaquer un navire en se jetant dessus, on l'a vu 1000 fois. Mention spéciale tout de même pour la scène d'attaque du convoi aérien et la séquence dans la ville humaine qui propose enfin quelque chose d'un peu différent. Mais d'ailleurs, d'une manière générale, à part la ville et le lieu de vie des Manquan, qui est très peu exploité malheureusement, les environnements sont tous des réutilisations des films précédents. À quelques petites exceptions près, c'est la première fois dans Avatar qu'on nous propose moins de nouveautés en termes de faune, mais aussi de véhicules, etc. Presque tout est recyclé.
Et ça m'interroge vraiment sur le mode de production du film. 2 et le 3, ils ont été tournés en même temps. Est-ce que ce recyclage visuel, c'est une volonté d'optimisation ou pour des raisons de coût? Certainement un petit peu des deux. Cette impression de répétition est aussi accentuée par la réécriture du mythe américain que nous propose Cameron depuis le premier film, avec de nombreux parallèles à faire entre lui et la réalité historique qu'a été la colonisation de ce continent, tant dans le récit en lui-même que dans les empreintes esthétiques faites aux natifs américains et à leur culture. Ça, c'est vraiment le truc qui me dérange avec cette trilogie. Tu as toute une civilisation extraterrestre et la seule chose que tu arrives à proposer, c'est l'image que l'on se fait de ces peuples, mais aussi de ceux du Pacifique et même de certaines cultures du continent africain. On le voit avec les marchands de l'air, notamment dans leur coiffure et vêtements. Disons qu'en plus de ne pas être un traitement innovant de la question extraterrestre, tout ça fait un peu vision de boomer, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, c'est un peu désuet. Avant, je considérais qu'avec son cinéma innovant, son art, Cameron participait à la création d'une nouvelle mythologie américaine. Avec Avatar, j'ai plus le sentiment qu'il le reboot, ce qui est dommage. En gros, rien de nouveau sous le soleil dans le traitement que le réalisateur a de son univers. Donc sur toute cette partie, j'ai laissé tomber. C'est sa vision, et même si j'y adhère pas complètement, j'ai décidé de ne plus m'arrêter à ça pour me concentrer sur les autres aspects que le film nous propose. Et le constat est là. À mon sens, Avatar 3 est le film le plus abouti de la saga. J'irais même plus loin. Si Avatar avait commencé par là, je l'aurais bien plus apprécié. Pas ce film exactement, vous comprenez, mais la démarche du film. Je considère Avatar 3 comme la mise à jour ultime de ce que nous raconte Cameron depuis le premier film. Est-ce que c'est dommage, ce surplace? Oui, ça me fait chier, mais cette fois, ça m'a davantage plu. Déjà, et c'est de plus en plus rare dans les blockbusters de votre époque, on ne se fait pas chier. On peut avoir des choses à redire sur plein d'aspects, et c'est mon cas, mais la réalisation, le rythme, l'évolution des personnages, tout a participé à ce que je reste collé à mon siège. Surtout, j'ai trouvé que le film réglait la mire sur d'autres aspects, et notamment le traitement plus adulte de ces sujets. Il y a une dureté qui est beaucoup plus présente dans Avatar 3. Meurtre, suicide, mutilation corporelle sur des êtres innocents, mais aussi notamment via le peuple des Manquan, qui représente un aspect nouveau chez les Na'vi. La folie. Cette folie destructrice, auparavant on ne la voyait que chez les humains. Un fait qui montre un nouvel aspect, tout n'est pas si binaire sur Pandora. Chose que personnellement je reprochais à Avatar auparavant. Notamment du fait de leur leader, Varang, que j'ai trouvé très intense, et ce changement dans la nature des Na'vi qu'elle représente est vecteur d'émotion chez les spectateurs. Cela fait 16 ans que Cameron nous pose les Na'vi comme des êtres fondamentalement bons. Pas débiles non plus, puisqu'ils savent se battre, et ils ne sont pas exempts de certains défauts typiquement humains, ce que j'avais déjà critiqué dans La Voie de l'eau, mais ce ne sont pas censés être des fous, assoiffés de sang. On s'est habitué à ce rôle symbolique, et là, nous mettre Varang et ses sbires, ça casse complètement ce narratif, et on sent immédiatement que cela crée un cocktail dangereux. Les scènes où ils se servent des armes humaines avec jubilation, elles sont fortes grâce à ça, à mon sens. Après, c'est vrai que j'aurais aimé voir les Manquan un peu plus, parce que justement, la proposition me plaisait. Outre le rôle général de sa tribu, Varang apporte aussi cet aspect plus adulte, par une présence magnétique et bien plus sexualisée que ce qu'on a connu par le passé. Elle s'en sert comme une arme de guerre, littéralement. Elle drogue Quaritch dans une espèce de trip chamanique, là, à base de soufflettes que tu fais en soirée. Bon, rien que ces aspects. Ça fait qu'on n'est plus vraiment dans le même registre que les deux films d'avant. Mais ce dévoiement des Na'vi, il passe aussi par l'évolution du personnage de Neytiri. Grande guerrière à qui on ne la faisait pas, elle est devenue au fur et à mesure des films moins unidimensionnelle. Et dans Avatar 3, le deuil qu'elle vit, la blessure physique qu'elle aura après et qui l'empêchera de se battre pendant un temps, mais aussi sa haine grandissante qui se meut en racisme, font d'elle l'un des personnages dont j'ai pris le plus de plaisir à suivre l'évolution. Ça met sur la table des sujets qui sont plus complexes qu'auparavant. Des fois, ça avait été abordé en surface dans La Voie de l'eau, notamment la place de Spider en tant qu'humain dans ce monde Na'vi. Mais vu que Neytiri avait manqué l'occasion de le tuer, alors que tout justifiait qu'elle le fasse, j'avais trouvé que le film n'allait pas au bout de sa démarche. Et dans Avatar 3, la question du sort de Spider se pose à nouveau avec le fait qu'il puisse dorénavant respirer sur Pandora. Et l'une de mes scènes préférées du film, c'est lorsque Jake et Neytiri débattent de s'il faut le tuer ou pas. Déjà, je trouve que c'est bien joué, bien mis en scène, donc ça marche. Mais surtout, ça aborde un autre sujet hyper important, le fait que tes actes soient conditionnés par la vie. Il arrive que tu n'aies pas le choix, ou en tout cas que tu aies l'illusion de ne pas avoir le choix d'agir d'une certaine manière, et des fois à l'encontre de tes valeurs. C'est quand même loin d'être aussi manichéen que les deux premiers films. Bon, finalement, il décide de pas le tuer, et j'aurais pu être déçu à nouveau, surtout que pour les films suivants, ça aurait créé un truc de ouf. Tuer un gosse qui n'a rien fait de mal, si ce n'est être juste qui il est, c'est quand même un sacré tabou. Et Jack et Neytiri, ils auraient porté ce secret, ils auraient dû mentir, tôt ou tard, ça serait ressorti.
Quaritch, il aurait été foudrage en apprenant ça, ça aurait donné encore plus de relief au personnage, on en parle après. Leurs enfants qui considèrent Spider comme un frère, ils auraient été traumatisés par l'acte de leurs parents. Non, ça aurait été dingue. Mais, dans ce film, et contrairement au précédent, il était logique narrativement et au vu de son propos qu'il ne le fasse pas. Parce que Avatar 3 nous dit très clairement une chose, on doit être meilleur que ses ennemis. Et là encore, c'est un sujet complexe. Tout le débat chez les Tulkun souligne ça. Être meilleur, oui, mais pas naïf pour autant. Ne pas se laisser faire, se battre, mais ne pas dépasser certaines limites. Un équilibre très difficile à trouver. Et je trouve ça passionnant que le film aborde ces aspects, surtout dans le cadre historique de l'humanité dans lequel il est sorti. Le film propose donc une vision plus sombre qu'auparavant, ce qui ne l'empêche pas, j'en conviens, de ne pas être naïf de temps en temps, c'est vrai, mais surtout une vision plus subtile. On le constate aussi avec le personnage de Quaritch qui, pour moi, est certainement le plus intéressant du film. Il évolue, clairement, mais sans non plus aller à l'encontre de certaines de ses valeurs. Surtout, et c'est très intéressant, on se rend compte que sa fidélité ne se portait pas tant sur le système qu'il défendait, mais plutôt auprès de ses frères et sœurs d'armes. Il est à la frontière de quelque chose, et c'est ça qui fait tout le sel du truc. Qu'est-ce que ça va donner ? J'avoue, j'ai envie de le savoir. Alors oui, tout n'est pas parfait, il y a quelques raccourcis ou des facilités scénaristiques, il y a quelques incohérences, des fois des personnages qui changent d'avis de manière un peu rapide. Et il y a un truc que je comprends pas du tout, c'est ce que cherche à faire Cameron avec la religion dans ce film. Bon, déjà, Eywa, la déesse de la nature de Pandora, elle existe réellement. On a vu ses agissements à de nombreuses reprises depuis le premier film, ça n'est pas une allégorie. Dans Avatar 3, on a même un aperçu de son éventuelle forme. En plus, le monde des esprits là, maintenant il semble que chaque Na'vi peut y aller pour parler à des êtres chers décédés, faire des activités avec eux. C'est pas une espèce de représentation éthérée. Non, on est face à des choses très concrètes. Du coup, ça pose plein de questions. Déjà, pourquoi les Na'vi, ils sont tristes lorsqu'ils perdent quelqu'un ? Parce que franchement, c'est pas comme les humains qui croient éventuellement au paradis. Ça reste quelque chose de très éventuel, même si t'y crois. Il suffit pas d'aller foutre son machin qui blotte contre un arbre à 300 mètres pour les voir. Oui, chez les Na'vi, ils sont plus dans le monde physique, mais c'est tout. Je comprends vraiment pas le move du truc. Mais bon, on va mettre ça de côté. Mais c'est surtout ce que le film nous présente des Mangwan qui me dérange. Ce peuple schismatique qui s'est séparé d'Eywa suite à l'explosion d'un volcan qui a détruit leur habitat, parce que, objectivement, oui, Eywa les a abandonnés. Et on est en droit de se demander pourquoi. Et ne venez pas me dire que c'est parce que le volcan n'est pas une entité biologique et que Eywa, du coup, n'a pas de contrôle dessus. Les humains, en tant qu'espèce invasive déconnectée d'elle, elle n'a pas plus de contrôle sur eux. Et pourtant, plein de fois, elle a aidé les Omaticaya et les Metkayina contre eux. Pourquoi elle n'a pas aidé d'une manière ou d'une autre les Mangwan dans leur épreuve ? Du coup, à part leurs actes clairement répréhensibles, je peux pas m'empêcher de les comprendre un peu. Surtout pour une espèce qui a été perpétuellement en connexion avec la nature depuis des centaines de générations. Ça fait partie de leur culture, ça fait partie de leur biologie même. Voilà. Et ce petit attachement, c'est ce qui fait la marque des bons méchants en général. Sauf que là, j'ai l'impression que c'est plus parce que le film fait une erreur en ne justifiant pas le destin funeste de ce peuple. C'est pas quelque chose qui a été réfléchi, j'ai l'impression. Par contre, ça apporte là aussi une vision plus inquiétante. Au final, on peut même pas vraiment compter sur les dieux, même ceux qui existent, comme Eywa, pour nous protéger réellement. On doit se débrouiller par nous-mêmes dans nos combats. Et sinon, il y a Kiri, le nouveau Jésus. Donc, outre le fait qu'on le voyait venir gros comme ça, de l'explication sur sa nature réelle, maintenant, Eywa a besoin d'une espèce d'avatar physique pour agir, mais c'était pas le cas avant. Pourquoi ? Ou bien Kiri n'était qu'une erreur, c'était pas volontaire de sa part. Bon, après, je vous l'avoue, je ne l'ai vu qu'une seule fois, donc il y a certainement des choses à creuser, et j'ai peut-être raté quelque chose, mais en première lecture, c'est pas très clair, on a des informations discordantes, et j'ai l'impression que Cameron s'est un peu embourbé là-dedans, en essayant de l'explorer, au lieu de garder un truc plus mystérieux. Un autre aspect un peu dommage, c'est que, encore une fois, Cameron ne tue pas ses grands méchants, et c'est vraiment frustrant, car c'était une composante qui faisait la force de ses œuvres précédentes. Des antagonistes mythiques, qui connaissaient un destin, qu'il était tout autant. De fait, il ne conclut pas les arcs ouverts par la voie de l'eau, alors qu'en le faisant, ça aurait été l'occasion de partir sur autre chose dans les films suivants, et ça aurait donné une vraie ampleur au final d'Avatar 3. En définitive, j'ai apprécié ce film. Ça ne veut pas dire que je n'en vois pas les défauts, mais je considère qu'en tant que dernière mise à jour en date de la trilogie, il est celui qui est le plus complet. Du coup, j'ai du mal à être aussi critique qu'auparavant. Merde, j'aurais vraiment aimé qu'il commence par là, tout simplement. Mais bon. Par contre, si, il y a un truc tout pourri depuis le début de la saga, et ça, personne n'en parle. Quand les Na'vi font leur espèce de sifflement ou de crachement de félin, là. Pourquoi ils ont gardé l'acting des humains qui les jouent ? C'est pas du tout impressionnant. Vous pouviez pas créer un effet plus animal, je sais pas, un truc qui fait un peu flipper, quoi. Ils sont tout le temps comme ça, là. C'est nul.
Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens, j'espère que cette émission vous aura plu. N'oubliez pas de vous renseigner sur la création de notre jeu vidéo, Nexus 6 Get Funky Deliver Die, et de nous soutenir si vous souhaitez que le Nexus 6 continue à voler. C'est uniquement grâce à vous, notre communauté, que ce sera possible. Merci à celles et ceux qui ont déjà participé, ou à vous qui nous soutenez depuis tant d'années, 11 ans. Si vous les avez manqués, foncez voir les dernières vidéos de la chaîne. La semaine dernière, une réaction à chaud sur Avatar 3 en compagnie de Slixno, qui est un bon supplément à la vidéo que vous venez de voir, et celle d'avant, qui revient sur ce jeu incroyable qu'est Outer Wilds, que je vous recommande chaudement. Enfin, si vous êtes abonné, n'hésitez pas à vérifier que votre compte YouTube n'est pas en mode restreint et que la cloche est activée sur Nexus 6. N'hésitez pas à commenter aussi, c'est très important pour le référencement. Partagez ces vidéos et n'hésitez pas à la booster également. Et pour vous qui n'êtes pas abonnés, n'attendez plus et bienvenue dans l'équipage. Soleil sur vous, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.